Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Autocassette pour ce Face à la presse dédié à la distribution automobile. Bonsoir Stéphane Antiglio. Bonsoir. Vous êtes le président d'Autodistribution. AD, c'est le leader en France de la distribution indépendante de pièces détachées auto et poids lourds. C'est aussi le premier réseau français de garages et carrosseries indépendants sous les enseignes AD et Autoprimo. Vous avez donc deux métiers, la logistique et la réparation. Vous nous direz comment ces métiers évoluent. Et à 4 mois d'équipe auto, vous nous parlerez de vos ambitions et des défis qui attendent le monde de la distribution indépendante, alors que le parc automobile vieillit en Europe et que se multiplient les technologies, les marques et les modèles. Pour vous interroger, Christophe Bourroud d'RTL. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Jean-Luc Moreau, RMC. Bonsoir. Et aussi le magazine Automoto. Et puis Pierre Mercier, fondateur d'Autocassette, qu'on ne présente plus. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors pour commencer, un mot peut-être de la situation financière d'AD, qui était en difficulté il y a quelques années, je pense autour de 2008-2009, avant l'arrivée des fameux fonds d'investissement dont vous allez sans doute nous dire un mot. Qui sont vos actionnaires aujourd'hui et comment vous portez-vous ? Alors, l'histoire d'autodistribution, vous l'avez rappelé, ça a été une histoire un peu tumultueuse et tourmentée dans les années 2000, notamment entre 2005 et 2009. 2009, arrivée d'un nouvel actionnaire, un fonds d'investissement. Vous avez failli mourir. On était au bord du précipice. Au bord du précipice, on n'est pas tombé dedans parce que, à la fois, la direction de l'époque a su prendre ses responsabilités et puis a réussi à trouver un actionnaire motivé par le projet, croyant pouvoir réveiller et relancer cette belle entreprise qui avait de bons fondamentaux. L'actionnaire en question, c'est un fonds, TowerBrook, qui a fait un travail extraordinaire et avec lequel on a eu le plaisir de collaborer jusqu'en 2015. Et fin 2015, TowerBrook avait finalement fait son job. Qui était un job avant tout de retournement de l'entreprise avec la direction de l'entreprise. Et TowerBrook a passé la main à un nouveau fonds pour maintenant entamer une période de développement. Et donc maintenant, notre actionnaire principal est Bain Capital, qui est lui aussi un fonds d'investissement. L'actionnariat est également composé de distributeurs indépendants. Vous savez que nous avons des partenaires distributeurs indépendants. Ils sont actionnaires à hauteur de 5% du capital. Et puis, vous avez le management que nous avons impliqué également à hauteur de 3% du capital. Deux chiffres, le chiffre d'affaires et puis vos bénéfices de l'année. Le chiffre d'affaires 2016 s'est élevé à 1,275 milliard d'euros. Voilà, il était en progression par rapport à l'année 2015 et le bénéfice net était de 46,8 millions d'euros. Voilà. Donc une santé tout à fait bonne et correcte, des résultats de distributeurs. Dans l'industrie, on voit parfois des résultats plus importants, mais des résultats de distributeurs centimiers qui doivent faire attention en permanence à ses dépenses, mais des bons résultats dont nous sommes fiers. Quelle est la part entre la réparation et la logistique Alors, tout à l'heure, vous nous mentionniez avec la double appellation autodistribution AD. Alors, pour bien préciser les choses, donc nous sommes en fait Autodis Group. On a rebaptisé, le groupe maintenant Autodis Group. Dont vous êtes directeur général. Dont je suis, on va dire le CEO en anglais ou le directeur général. Autodis Group est un groupe qui regroupe avant tout des entités de distribution. La plus connue en France est Autodistribution. Et nous réservons AD à la marque de la réparation. Voilà, et les garages AD que vous connaissez, alors capitalistiquement, sont complètement indépendants. Ce sont des entrepreneurs indépendants, les patrons de garages AD. Simplement, ils ont choisi de se réunir, de se regrouper, de rejoindre un réseau pour bénéficier du poids et de la force de ce réseau que nous animons. Question très très simple. L'image de marque de la réparation n'est pas très bonne en France, voire déplorable. Vous êtes sans cesse cité dans les métiers ou les professions les plus décriées. Est-ce que vous trouvez ça injuste et qu'est-ce que vous faites pour changer un peu votre image de marque ? Alors... C'est comme aller chez le dentiste, en gros, chez le garagiste ou le réparateur, on se dit, on y va, on va se faire arnaquer. Alors, je ne sais pas si on se fait arnaquer chez le dentiste. Je ne crois pas non plus qu'en tous les cas qu'on se fasse arnaquer chez le réparateur automobile. C'est en tout cas l'image qu'ont les Français. Oui, ça fait moins mal en plus. Et c'est moins douloureux. Exactement. Non, je pense que pour changer cette image, nous, on essaye de faire en sorte avec nos clients et notamment ceux qui font partie de nos réseaux de travailler à rendre cette image beaucoup plus positive. Notamment, une de nos initiatives a été une initiative digitale avec un site que vous connaissez qui s'appelle ID Garage
ID Garage véhicule les avis clients, hein, ce sont de vrais avis clients. On voit d'ailleurs qu'ils sont extrêmement positifs. Donc à mon avis, il y a un décalage entre l'image et la perception réelle qui est bonne et positive. Et notamment, je pense, les garagistes indépendants, notamment qui sont des entrepreneurs, des artisans, qui sont proches de leurs clients, sont notamment ceux qui, la plupart du temps, ne sont pas vraiment des vendeurs. Vous savez, ils vous font le strict nécessaire, ils ne poussent pas forcément à la consommation, ils sont plutôt de bons conseils. Et régulièrement, tout de même, moi je vois dans les magazines, les visiteurs mystères, etc., souvent je vois avec plaisir que ou des garages AD ou des garages Autoprimo sont justement désignés comme étant des garages plutôt de confiance. Justement, le numérique et tout ce qui est application, ça vous booste d'une certaine façon, comme vous êtes jugé immédiatement, est-ce que vous en tenez compte? Est-ce que ça change la façon d'accueillir les clients et tous ceux qui vous suivent? En fait, c'est une exigence beaucoup plus forte, parce qu'en fait, tout devient public du jour au lendemain, instantanément, avec une diffusion extraordinaire. Donc, un avis négatif, par exemple, tout d'un coup, a un retentissement beaucoup plus important que par le passé, où simplement, on pouvait se dire, j'ai un client mécontent. Là, à la limite, s'il le poste sur le site, la terre entière, si j'ose dire, est au courant de son mécontentement. Donc ça donne un niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé qu'auparavant. Donc on sensibilise effectivement nos partenaires garagistes à ce sujet. On les sensibilise à l'importance de l'accueil, à l'importance d'éventuellement traiter un litige de la façon la plus adéquate possible, à l'importance du service client, de la rapidité, du soin accordé bien sûr et du professionnalisme. Mais ça, ils l'ont, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, mais la critique était plus dure, vous l'imaginez. Derrière ces propos gentils, en apparence, il y a quelque chose de brutal. Parce que l'image du petit réparateur est une image qui est encore lourdement impactée, alors que, paradoxalement, la garantie constructeur, vous pouvez la produire et la garantir. Elle est tout à fait préservée. Elle est tout à fait préservée, mais le public ne le sait pas. Nécessairement. Le public ne commence sait à pas le savoir, mais c'est vrai qu'il y a un décalage. Voilà, le public ne le sait pas ou ne le sait pas assez. Ouais. Après, la garantie constructeur aussi, passé un certain temps, elle s'éteint de toute façon. Et là, le public se trouve face, ou l'automobiliste se trouve face à son véhicule et son besoin d'entretien et de réparation. Et on voit tout de même qu'à ce moment-là, il fait très largement confiance à l'artisan garagiste, au garagiste indépendant, multimarque. Est-ce qu'il a l'essentiel de notre cœur? Est-ce qu'il a encore un avenir, le garagiste indépendant, même avec des réseaux de distributeurs et de réparateurs agréés, avec les progrès technologiques des voitures qui nécessitent des formations toujours plus pointues que n'ont pas forcément justement les indépendants, avec l'arrivée sur votre marché des constructeurs, PSA en particulier, avec le soutien derrière des équipementiers. Donc là, c'est quand même une pierre dans votre jardin, ça. Ça veut dire qu'il y a un fromage. Écoutez, alors, c'est ça, on peut le voir de façon extrêmement positive. Oui. On peut se dire, au moins, ça montre. Il y a deux questions. Comment vous arrivez à mettre au niveau le réseau? Non, ça montre qu'il y a une dynamique. Moi, nous, non seulement notre perception, mais également notre conviction, c'est que les garagistes indépendants, en fait, ont plutôt grappillé des parts de marché sur ces dernières années. Ça va aussi de pair avec le vieillissement du parc, qui est un phénomène qui est tout de même un facteur positif qui pousse plus tous les possesseurs de véhicules d'un certain âge à aller plutôt vers des garagistes indépendants pour des questions de flexibilité, de rapidité et bien sûr de coût économique global. Et peut-être aussi de proximité. Et de proximité, de maillage également, qui est tout à fait un élément important qui induit la confiance. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, sur la question de la confiance, moi, je ne pense pas que ce soit aussi calamiteux qu'on veuille bien le dire. Le rapport de l'automobiliste à son garagiste pour arriver à discréditer une profession. Oui, mais ça, c'est incontestable. Il y en a toujours eu dans toutes les professions, mais c'est pas pour autant qu'il faut jeter l'opprobre sur l'ensemble des garagistes. Certes, mais c'est peut-être aussi votre boulot de le faire le ménage. On a l'impression que l'image n'a pas beaucoup évolué par rapport au reste de la société, c'est-à-dire que le garage à l'ancienne, on se l'imagine toujours de la même façon. Alors que nos voitures ont beaucoup évolué, les services ont beaucoup évolué. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre la perception que l'on a en tant qu'automobiliste et usager et ce que vous faites réellement? Donc est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication de façon générale? Alors écoutez, la communication, alors humblement, mais on y travaille. On essaye, là je vous l'ai dit tout à l'heure, de digitaliser nos garages. On fait de plus en plus de communication grand public en leur nom, de la télévision.
On travaille aussi sur énormément de points d'importance, de contact client, de parcours client avec eux, l'accueil du client, le petit SMS pour prévenir que le véhicule est prêt, etc. Un véhicule de prêt ou de remplacement dans certains cas. Enfin, tout ça fait vraiment partie petit à petit des standards que nous mettons en place dans nos réseaux de garage. Voilà. Et moi, je vous invite, je ne sais pas si vous le faites, mais à porter votre véhicule dans un garage AD. Je pense que vous trouverez un accueil tout à fait moderne. Si vous faites une réduction, je viens. Je suis comme tous les clients. Ce sont des prix compétitifs dans les garages AD. Justement, les pièces d'occasion qui sont maintenant proposées aux clients, ça fonctionne, ça quelque chose que vous sentez à la fois de la part de vos distributeurs, des réparateurs et des clients, comment ça se passe ? Alors écoutez, alors ça c'est un thème aussi qui marche pas là, en l'occurrence. Ouais, voilà, qui est ingérable. C'est un thème assez complexe. D'abord, ça fonctionne et ça fonctionne depuis très longtemps, la pièce d'occasion. Donc il y a un marché qui existe, qui est à l'origine fait par des déconstructeurs qui sont de plus en plus professionnels, qui font leur métier avec de façon de plus en plus moderne et presque industrialisée d'ailleurs pour certains d'entre eux. Donc ça a toujours fonctionné, ça correspond à un besoin d'un certain type de consommateur, correspondant la plupart du temps à un âge de véhicule déjà avancé. On se dit tout d'un coup, on ne va pas remplacer telle pièce par une pièce neuve si elle peut exister en pièce d'occasion. Après, effectivement, là où le bas blesse, c'est la logistique. Alors on peut parler d'économie circulaire, on peut parler de protection de l'environnement, mais si vous voulez, quel est l'intérêt de faire venir une aile d'une voiture de 15 ans si elle a été déconstruite à Brest? Quel est l'intérêt de l'emmener à Marseille? En termes d'empreinte carbone, là on sort complètement de l'objectif initial. Voilà. L'objectif économique, lui, peut être rempli par plutôt des centres de proximité, et nos garagistes sont en contact. Quand ils ont une demande, quand ils voient que l'automobiliste éprouve le besoin d'avoir une pièce d'occasion, ils sont en contact avec des déconstructeurs qui peuvent leur fournir des pièces. Et nous-mêmes, d'ailleurs, sommes en train d'organiser des partenariats à l'échelle plus large entre nos réseaux de garage et des réseaux de déconstruction pour faciliter cela. Voilà. Et puis même culturellement, vos petits réparateurs, comme on les appelle, sont parfaitement adaptés à cette situation. Ils sont adaptés, et encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ils le font depuis des années. Ils le font depuis des années. Voilà. Ils ont le souci de rendre service à leurs clients et de s'adapter aux besoins de leurs clients. Et de s'adapter donc, si un client a un problème économique, tout à fait, Pierre, et ils vont s'adapter, et ils le font. Voilà. Et puis après, le dernier point dans cet aspect de pièces de réemploi, je rappelle aussi qu'il y a un combat qui est toujours en cours, que nous menons, c'est aussi celui de faire reconnaître dans cette logique d'économie circulaire l'ensemble aussi de ce qui est proposé aussi par notre profession, à savoir tout ce qui est, par exemple, nous rénovons, nous, des injecteurs, et donc injecteurs rénovés, tout ce qui peut être aussi alternateurs qui sont, ou tout ce qui est produit d'échange standard, qui sont eux-mêmes des produits qu'on pourrait qualifier, qui sont complètement d'économie circulaire, et pour lesquels nous essayons, avec l'ensemble des partenaires d'ailleurs, de les faire inscrire dans cette logique du texte gouvernemental qui a été promulgué l'année dernière. Puisqu'on parle logistique, vous avez inauguré, je crois que c'était en février, en Seine-et-Marne, une plateforme logistique ultra moderne, oui, sur 30 000 m². Quels sont les objectifs que vous poursuivez, et quelles sont surtout les demandes des clients? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être livré dans l'heure, il faut être livré dans la journée, il faut... Alors, effectivement, il faut partir de la demande du client. Et notamment, nous, un de nos credos, c'est que la réparation indépendante, pour être performante, doit offrir elle-même un haut niveau de service à l'automobiliste. Et dans ce haut niveau de service, il y a bien sûr de la technicité, il y a bien sûr des enjeux technologiques, techniques dont on pourra parler, que vous avez évoqué tout à l'heure, mais il y a aussi des enjeux de service, de rapidité. Donc pour pouvoir être rapide, il faut qu'en amont, le fournisseur du garage lui-même soit extrêmement rapide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que localement, il faut disposer de stocks de proximité que nous avons. Je rappelle que le réseau autodistribution, ne serait-ce qu'en automobile, ce sont plus de 300 stocks de distribution sur le territoire français. Ça vous donne l'idée du maillage distributif que nous avons. Simplement, évidemment, localement... Presque autant que de députés.
presque autant que de députés. On verra après avec la réforme prévue s'il diminue un peu. Mais donc 300 stocks de proximité. Dans ces 300 stocks de proximité, on ne peut pas bien sûr avoir l'intégralité des plus de 500 000 références que nous vendons chaque année. Donc on est obligé d'avoir des systèmes de commandes d'urgence qui permettent d'acheminer très rapidement les pièces à partir bien sûr d'entrepôts plus gros, plus centraux, qui vont pouvoir compléter les stocks de proximité dans lesquels nous avons, on va dire, les pièces correspondant à 90-95% des pièces courantes. Le complément doit arriver extrêmement vite. Donc le nouvel entrepôt correspond exactement à cela. C'est un entrepôt qui lui est dédié aux pièces mécaniques. Nous en avons par exemple un autre près de Lyon dédié aux pièces de carrosserie. Nous aurons à terme plus de 120 000 références dans cet entrepôt et nous sommes capables d'expédier n'importe quelle référence durant la nuit. C'est-à-dire qu'un garage peut tout d'un coup avoir un besoin dans la nuit. Un garage peut avoir un besoin ou a eu à 18h ce soir un besoin. Nous l'acheminons dans la nuit. Demain matin à 8h, il aura la pièce livrée chez lui. Vous faites appel quand même aux concessionnaires, j'imagine, pour certaines pièces très spécifiques, ou par exemple pour les modèles français, pour des pièces de carrosserie, puisque là, les dessins et modèles vous interdisent de commercialiser autre chose que de la pièce d'origine. Voilà, il existe malheureusement des pièces captives, alors pour X raisons, et dans ces cas-là, bien sûr, nos clients garagistes n'ont pas d'autre choix que de faire appel aux concessionnaires et aux réseaux constructeurs pour se les fournir. Quand ils ont plusieurs choix, par exemple sur une voiture allemande, en passant par Cora et en ayant des pièces équivalentes à l'origine, on va utiliser la vraie terminologie, quel choix font-ils ? Je le sais, mais je vous pose la question. Moi, je vais vous répondre qu'ils font le choix Cora. Évidemment. Ils font le choix Cora parce que beaucoup disent c'est le seul endroit où on peut encore avoir des marges aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que votre réseau vit bien ? Parce que moi, les réparateurs que je connais qui ont l'enseigne AD aujourd'hui se plaignent des négociations du groupe avec les compagnies d'assurance, avec les loueurs longue durée, avec des tarifs très bas qui vous permettent évidemment d'avoir des gros volumes. Mais quand on fait un marbre à 47 € hors taxe négocié avec des loueurs longue durée, un réparateur ne gagne pas d'argent. Quand on fait une peinture à 49 € hors taxe, sur des peintures compliquées, on ne gagne pas d'argent. Donc eux, ils font du volume, mais ils ne gagnent pas d'argent. Et parallèlement à ça, vous augmentez les commissions qui sont passées. Alors vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Avec Arval, la commission est passée de 8 à 9% pour AD. Donc les réparateurs le vivent très mal en fait. Ça ne vous remonte pas, mais j'ai même entendu le mot, je vais le dire, j'ai entendu le mot de proxénétisme. Oh là là. C'était notre reporter Jean-Marc Moreau sur le terrain. Bon alors, écoutez, il donne beaucoup de sa personne. D'abord, j'espère, je suis même convaincu que ce n'est pas le cas. Enfin, en tous les cas, on n'a pas cette activité dans le portefeuille d'activité. Pas encore. Ça peut être on a beaucoup d'activités, mais pas celle-là. Non, je crois que on essaye. Alors évidemment, en tant que réseau. Et que réseau, effectivement, qui peut et qui sert d'intermédiaire avec des tiers apporteurs d'affaires. Alors, ça peut être compagnie d'assurance, ça peut être des flottes, des loueurs, des courtiers, etc. Nous, ce qu'on prône, c'est un partenariat raisonnable et responsable. En fait, on pense qu'aujourd'hui, un carrossier, de toute façon, a besoin d'avoir un apport d'affaires émanant, par exemple, de compagnies d'assurance. Il a besoin d'être partenaire de compagnies d'assurance. Quelques-uns peuvent se passer de cela, mais ils sont très peu nombreux et ce sont des épiphénomènes. En revanche, la plupart des carrossiers ne peuvent pas vivre, n'ont pas finalement suffisamment de flux, vous l'évoquez, s'il n'y a pas un partenariat réel et sérieux avec plusieurs compagnies d'assurance. Après, il faut que ce partenariat soit raisonnable et responsable, et nous sommes au milieu. Donc évidemment, ce que nous faisons, c'est que d'une part, nous modérons parfois les ardeurs ou les envies des compagnies d'assurance, qui évidemment, elles, leur intérêt, c'est de baisser le coût de la réparation, mais aussi leur intérêt, ne l'oubliez pas, c'est tout de même que leur assuré, qui est leur client, soit satisfait. Il ne faut jamais l'oublier. Enfin, vous connaissez une compagnie d'assurance qui ne gagne pas d'argent, vous ? Moi, pas. Généralement, ils se débrouillent bien, on doit le reconnaître. Mais en même temps, il faut aussi, vous savez, il y a eu notamment avec les décrets qui sont parus sur la facilité maintenant à changer de compagnie d'assurance, c'est pour eux un vrai challenge d'avoir une fidélité de leurs clients et des clients extrêmement satisfaits. Et ils sont extrêmement attentifs à ça. Donc, il faut que le réparateur, évidemment, puisse s'inscrire dans un certain budget ou dans un certain coût de réparation. Il faut que ça reste quelque chose de raisonnable.
Ce coût de réparation doit être vu comme un aiguillon aussi pour l'amener lui-même peut-être à progresser dans certains domaines, dans l'organisation de son travail, dans la productivité, dans l'ergonomie de ses postes de travail par exemple, et nous sommes prêts à les aider. Nous sommes prêts aussi à les aider par exemple dans quelque chose qui apparaît très lourd aujourd'hui, qui est la gestion administrative, la gestion des accords, la gestion des coûts selon les compagnies, ça change, les procédures sont différentes, etc. Et par exemple, à ce sujet, nous avons et nous mettons en place avec un partenaire maintenant un DMS pour carrosserie adapté qui facilite la vie des carrossiers AD et qui fait gagner énormément de temps et d'efficacité. Donc ça aussi, le temps gagné, ça permet effectivement de rester compétitif. Ils sont formés à ces outils-là. Comment vous faites passer le message? À part ici avec Non. Alors là, par exemple, si vous prenez l'exemple du DMS que nous avons mis en place avec notre partenaire, effectivement, la mise en place du DMS est accompagnée d'une formation, d'explications, etc. Donc non, ça c'est... Bien sûr, nous prenons en charge avec notre partenaire la mise en place de ces éléments de base. Donc, vous voyez, il faut voir cette relation avec des tiers comme étant une relation nécessaire de toute façon, parce que ça apporte du flux, ça apporte du volume. Le carrossier ou le garagiste en a besoin pour vivre. Et on est persuadé là aussi qu'il y aura de plus en plus de toute façon d'accords avec des tiers, y compris dans l'univers de la réparation mécanique. En revanche, bien sûr, la qualité doit être au rendez-vous, parce que même l'apporteur d'affaires, lui, il est tenu par rapport à son client à délivrer un niveau de qualité. Et au milieu, le contrat doit être raisonnable en matière économique et permettre évidemment au réparateur de vivre. Et le fait que si le réparateur n'arrive pas à vivre avec ça, c'est de toute façon un problème, non seulement pour lui, bien entendu, pour nous qui sommes son fournisseur, mais également pour l'assureur, parce qu'il faut bien que l'assureur, il est tout de même quelqu'un qui répare le véhicule. Vous voyez, donc tout ça, il faut trouver le bon équilibre. Notre rôle, au milieu de tout ça, c'est de contribuer à trouver ce bon équilibre. Et vous arrivez à le trouver aujourd'hui parce que la concurrence est énorme. On voit d'ailleurs un petit nouveau arriver, enfin un petit nouveau, dans le monde de l'automobile, Carrefour. Ça vous inspire quoi? Alors là, c'est un grand de la distribution tout azimut qui vient sur ce secteur. Comment vous le vivez? Oui, ben, j'ai vu ça alors très récemment. Donc je ne sais pas quel résultat pour le moment ça produit. J'ai vu que voilà, je pense qu'un site avait proposé une marque blanche et que Carrefour avait utilisé ce site pour effectivement proposer, si j'ai bien compris, des devis en ligne et des rendez-vous en ligne. Voilà. Donc je suis content de voir qu'ils copient ce que nous avons lancé avec ID Garage il y a maintenant quelques années, qui est un site qui se développe bien, hein, qui là aussi est là pour apporter des flux de véhicules, des automobilistes, donc du travail aux garagistes, du travail supplémentaire, c'est ce qu'ils nous disent, qui met aussi un certain niveau d'exigence avec les fameux avis clients qui sont publiés en ligne, mais c'est aussi vécu plutôt positivement. Alors par les clients d'abord parce que le taux de satisfaction est extrêmement bon, mais également par les réparateurs parce que d'abord ils ont un reflet, un retour de leur travail qui est positif et qui les encourage à aller plus loin. C'est-à-dire que aussi la prise de commande, entre guillemets, se fait maintenant par Internet et dans les réseaux, vous acceptez tout ce qui vient d'Internet, toutes les commandes qui ont pu être faites par Internet. Il n'y a plus de frontières entre ces deux mondes, c'est de plus en plus poreux, vous travaillez, comment ça se passe? Alors, si vous parlez d'Internet en tant qu'apporteur d'affaires pour un garage, par exemple, nous, effectivement, nous croyons au fait que, et notamment la... Vous ne pouvez pas aller contre, de toute façon. On ne peut pas aller contre, c'est le sens de l'histoire. Et aujourd'hui, les jeunes générations font tout avec Internet, de toute façon. Donc, bientôt, ils vont aller acheter une baguette de pain avec Internet parce qu'ils ne sauront même plus où est le boulanger. Donc, c'est pas suffisant non plus pour accepter tout et faire n'importe quoi. Ah non, mais nous n'acceptons pas tout et nous ne faisons pas n'importe quoi, hein, bien entendu. Mais en revanche... Donc, je veux dire, ça peut être une différence avec précisément une enseigne comme Carrefour qui n'est pas dans la voiture, qui ne connaît pas vraiment la voiture, qui a tout à apprendre. Nous, le système que nous avons mis en place avec ID Garage, et nous utilisons un système très proche, parce que là aussi, nous avons repris les mêmes bases technologiques pour le système AD.fr. Hein. C'est un système extrêmement fiable qui ne s'appuie que sur des professionnels qui ont été sélectionnés, que sur des professionnels qui le veulent bien, que sur des professionnels qui eux-mêmes paramètrent le niveau de prix qu'ils souhaitent faire, donc le niveau de marge, le taux horaire qu'ils prennent, etc. Donc nous leur laissons cette liberté. Nous leur donnons aussi, en revanche, on leur donne des rapports qui permettent de savoir si
ils ont loupé les opportunités. Par exemple, leur garage a été vu, ils ont été comparés à d'autres dans certains devis. Ils n'ont pas eu la réparation. Pourquoi ? Est-ce que parce que c'était un problème de proximité ? Est-ce que c'est un problème de réputation ? Est-ce que c'est un problème de prix parfois ? Donc tout ça les aide à se positionner. Mais encore une fois, on respecte la liberté de l'entrepreneur, c'est lui qui fixe lui-même son niveau de prix, son niveau de marge. Mais au-delà de ça, au niveau du groupe, vous n'avez pas sur le site AD de magasins en ligne. C'est quand même assez étonnant. Non, alors, on a fait le choix, d'avoir... Oscaro non, c'est pas de préserver Oscaro, non. On a fait le choix, d'abord, on a, pour les professionnels, et qui constituent l'essentiel de notre clientèle, les professionnels, nous avons une relation avec eux de plusieurs commandes et plusieurs livraisons par jour. Ces commandes se font soit par téléphone, soit beaucoup déjà par Internet, mais sur un site qui est un site professionnel, qui n'est pas un site ouvert, qui s'appelle Autosimo, que vous connaissez sans doute, qui est un lien de plus en plus fort et qui rencontre vraiment un succès croissant avec l'ensemble des professionnels. Voilà. Donc, et là, c'est une relation de commande et de livraison. Nous, on appelle ça du business B2B livré, un business to business livré. Donc là, l'opération est très logistique, pour revenir au terme de tout à l'heure. Nous devons avoir la pièce. Le professionnel s'attend d'abord à ce qu'on identifie pour lui la pièce, ou qu'on lui donne les moyens de bien identifier la pièce, qui est le point le plus fondamental, notamment en réparation multimarque, et qui est un sujet éminemment complexe et délicat. Et là, nous investissons énormément pour améliorer tous les jours Autosimo. Ensuite, il s'attend à ce que nous ayons la pièce et que nous puissions la délivrer le plus rapidement possible. D'où d'ailleurs les investissements en logistique que nous avons évoqués. Qu'est-ce qui est plus acceptable aujourd'hui en termes de livraison ? C'est-à-dire de poser la question tout à l'heure, est-ce qu'au-delà d'une journée, c'est plus possible ? Je pense qu'on doit être capable de livrer le lendemain, et si on ne livre pas le lendemain, de toute façon, le professionnel va trouver une autre solution. C'est l'exigence aujourd'hui. D'autant plus, je pense, pour nos réparateurs indépendants qui eux-mêmes veulent offrir un service plus à l'automobiliste. Peut-être qu'on peut attendre, peut-être si on est client d'une concession, on peut peut-être attendre 2-3 jours, on peut attendre 15 jours d'ailleurs parfois pour avoir un rendez-vous. Je pense que le client qui va vers un réparateur indépendant, il veut un rendez-vous rapidement et il veut que sa voiture soit prise en charge et traitée très rapidement. C'est pratiquement la logique des pharmacies, la livraison des pharmacies, on n'en est pas loin. On est même parfois au-delà, puisque dans certains cas, nous livrons jusqu'à 6 fois par jour certains garages. Et vous avez une grande ambition, vous voulez être numéro 2 derrière Renault, c'est cela en termes de logistique ? Alors, devant PSA, donc. Non, mais alors l'ambition dans la logistique, il y a l'ambition dans la logistique et puis il y a l'ambition pour nos réseaux de réparateurs. L'ambition pour nos réseaux de réparateurs, on a franchi sous la marque AD un cap de plus de 2000 réparateurs en France. C'est un réseau tout à fait conséquent. On espère aller plus loin parce qu'il y a encore des départements ou des parties de départements dans lesquels notre maillage est insuffisant. Vous considérez que vous avez encore du potentiel en France ? Tout à fait, tout à fait. On considère qu'on a encore beaucoup de potentiel en France. Et la France reste votre priorité ? Et la France reste notre cœur de marché et notre priorité. Maintenant, on pourra parler de PSA. Ça a changé quoi d'ailleurs ? Parce que vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Alors, écoutez, l'arrivée de PSA, pour le moment, elle n'a pas changé grand-chose. Parce que ça en est au tout début, ce sont les balbutiements. Il y a les effets d'annonce, mais après, il y a la réalité des faits. Et Carlos pour le moment, apprécie. Non, mais pour le moment, vous avez... bien évidemment. Non, mais d'abord, il faut démarrer, il faut se lancer. Voilà, donc nous, on regarde ça effectivement avec... PSA qui vend des pièces Renault, ça peut paraître... Avec beaucoup d'attention. Alors, ils ne vendent pas forcément des pièces Renault. Mais ils vendent des pièces... Des pièces d'occasion. À ma connaissance de ce que j'en sais, ou de ce que j'ai compris, pour le moment, leur premier défi déjà, c'est le défi de la réforme de la distribution de leurs propres pièces, puisqu'ils sont passés de beaucoup tous les concessionnaires étaient distributeurs, à un nombre restreint d'élus qui sont devenus distributeurs des pièces Peugeot et Citroën, en ayant regroupé les deux. Donc je pense qu'il y a déjà ce premier défi pour eux, qui est d'être, pour ceux qui ont été retenus, de très bons distributeurs de pièces Peugeot et Citroën. Et puis après, il y a le deuxième... Il y avait un décalage, quand même, si vous le permettez, entre Peugeot et Citroën. Peugeot était légèrement en avance par rapport à Citroën. Donc effectivement, il y a une mise à niveau qui n'a pas été simple, qui n'est pas simple, mais qui va dans le bon sens. Certainement. Pour eux. Alors je vais relever quand même un paradoxe dans votre situation, parce que j'ai cru comprendre, et je suis tout prêt à acheter l'argument, que vous pensez que la concentration va continuer dans votre métier. Oui. 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 Vous l'avez dit, et vous le pensez.
Je le pense tout à fait. D'accord. Et puis par ailleurs, vous me dites, oui, mais la taille, c'est pas l'objectif premier. Il faut être prudent. Effectivement, chat échaudé craint l'eau glacée, pratiquement, puisque vous avez failli en mourir. Enfin, c'était pas sous votre administration, bien évidemment. C'est une histoire un peu ancienne. C'est une histoire un peu ancienne, bon, et douloureuse. Mais c'est vrai que ça vous a incité à la prudence, ça a modifié considérablement votre comportement. Écoutez, alors, je sais pas si c'est où est la vérité? Vous êtes prudent au point de se dire, on peut se laisser dépasser par des gens qui veulent peut-être courir trop vite, ou bien il faut être quand même très vigilant et saisir les opportunités qui se présentent, quitte à se concentrer encore plus fort. Alors écoutez, d'abord, je crois que nous saisissons les opportunités qui se présentent. Ça, c'est le premier point, on les a saisies. Avec Doyen évidemment, on n'a pas pu les saisir, il faut être aussi très, très clair là-dessus. Entre 2009 et 2013, on était vraiment dans une situation encore délicate. 2009, 2010, on perdait de l'argent. Votre actionnaire a été très compréhensif. Et notre actionnaire nous a laissé du temps. Ah oui. TowerBrook a vraiment été un actionnaire exemplaire. On avait élaboré un plan avec lui, il nous a laissé du temps. Vous savez, ce qui est tout de même très précieux. Premier dividende versé en 2015, de mémoire. Les choses... c'était pas tout à fait un dividende, c'était une opération technique liée à des opérations de refinancement. Non, c'est surtout, il a vendu en 2015, et c'est là où il a réellement retiré le fruit de son opération. C'est ce qu'un fonds veut faire. Bon, voilà. Non, TowerBrook nous a laissé du temps entre 2009 et 2013 pour redresser l'entreprise. Et après, quand des opportunités se sont présentées, on a su les saisir. La première d'entre elles a été le groupe ACR, qui a rejoint le giron du groupe Autodistribution en avril 2014. Nous avons aussi réalisé un certain nombre d'acquisitions visant aussi à renforcer notre maillage géographique de distributeurs, que ce soit en automobile ou en poids lourd. Mais parce que vous êtes aussi poids lourd. Voilà, parce que nous faisons aussi du poids lourd. Nous avons ensuite, je vous l'ai dit, fin 2015, il y a eu la cession et le changement d'actionnaire avec une volonté affichée par l'entreprise et par l'actionnaire de se développer. Donc après, effectivement, 2016, acquisition du groupe Doyen, puis ensuite acquisition de Mondial Pare-Brise, acquisitions en Italie récemment qui ont été annoncées. En revanche, également, nous cédons nos activités polonaises pour des raisons que nous avons expliquées dans un communiqué de presse. Oui, les gens ont cru comprendre que là, il y avait une forme de renonciation, de recul, de refus peut-être de se développer exagérément à l'international vers des pays improbables. Alors, en Belgique, en Italie, c'est cela. C'est pas du tout improbable. La Pologne n'est pas du tout improbable, mais en revanche... C'était dans l'héritage, mais c'est pas votre choix. Je peux vous commenter ça très simple. D'abord, ça n'avait pas été notre choix. Deuxièmement, notre choix, c'est de nous concentrer dans des pays limitrophes, de proximité, dans lesquels nous allons pouvoir créer, ou avec lesquels nous allons pouvoir créer des interactions avec la France. Et où vous êtes des interactions achats, logistiques. Et on veut effectivement pouvoir être, dans les pays dans lesquels nous sommes présents, en position de leader ou de challenger sérieux. Voilà. Oui, c'est-à-dire numéro 1, numéro 2. Voilà. En Pologne, nous étions numéro 4, numéro 5 du marché. Largué. C'est un pays loin. Il y a un leader qui domine très fortement le marché. C'est un marché extrêmement bagarré. Les équipes polonaises ont fait un bon travail, n'ont pas démérité dans un contexte difficile. Et nous n'avions pas trouvé de synergie, comme on dit, à mettre en œuvre. Donc du coup, on préfère les confier à un groupe plus implanté dans cette région de l'Europe, qui saura développer cette activité, ce qui sera bien pour les salariés et pour les clients de AD Polska. Et nous-mêmes, on préfère reconcentrer nos forces, nos efforts et notre argent sur des pays proches où on va pouvoir investir de façon plus significative. Est-ce qu'on peut avoir l'ambition de devenir un des leaders quand on fait évoluer relativement lentement les garages, les réparateurs alors pas la distribution, on a compris que ça allait plus vite, mais le garage de demain ne sera pas le garage d'aujourd'hui, même si les voitures vieillissent de plus en plus. La moyenne d'âge, c'est 10 ans, on assiste à une révolution. Demain, on y arrive bientôt. Oui, demain, il y a l'électrique. D'ores et déjà, il va y avoir l'éco-entretien obligatoire à partir du moment où le contrôle technique va changer. AD n'a pas pris le virage ni de l'éco-entretien, ni des nouvelles motorisations. Nous participons complètement à l'association éco-entretien et à tout ce qui a été mis en place. Il y a des garages pour l'instant qui ont mis déjà des formules éco-entretien. Il y a des garages qui démarrent, tout à fait, il y en a, et il y en a qui démarrent avec notre concours évidemment. Nous ne sommes pas les seuls à nous être intéressés à cela, mais qui démarrent aussi avec notre concours. Non, et je pense que
qu'en matière de modernisation des garages, au contraire, je pense que nous faisons beaucoup. Encore une fois, par à la fois les formations que nous proposons, par le support technique et technologique. Je vais juste vous citer un exemple. Nous avons un partenaire qui est un partenaire AD qui nous sert de hotline technique. Ça s'appelle Assistance Diag 24. Qui peut à distance aider le garagiste dans n'importe quelle problématique de diagnostic. Les constructeurs jouent le jeu parce qu'ils sont obligés normalement de vous fournir toutes les données, mais est-ce qu'ils le font réellement ? Ce centre, qui est un centre technique déporté de Hotline, dispose effectivement de tous les accès constructeurs. Il est composé d'ailleurs d'anciens chefs d'atelier de constructeurs. Ils peuvent assister nos réparateurs à distance, les aider à résoudre n'importe quel problème. On a un taux de résolution de problème qui est au-delà de 99%. Nous avons une bibliothèque de cas de plus de 500 000 cas enregistrés, donc nous pouvons aussi... Et les petits réparateurs sont très friands de ce genre de... Et nous avons l'ensemble des éléments, et nous sommes capables de dire que sur tel modèle, d'ailleurs, on peut vous donner le top 10 des problèmes rencontrés, modèle par modèle. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que vous avez... Oui, c'est une... Et on peut ça, nous l'avons développé. Vous avez un vrai trésor, parce que vous avez une vraie photographie du parc. Nous avons une énorme photographie du parc. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, d'ailleurs, du parc, aujourd'hui ? Vous avez dit qu'il vieillit. Il vieillit, ça veut dire de frotter les mains en disant qu'il vieillit. Alors, mais... Oui, mais ce qui est plutôt bon pour nous. Mais il rajeunit aussi pour eux, parce qu'avec les garanties constructeurs, mine de rien, c'est la question que je voulais poser tout à l'heure. Il commence à impacter quand même sur cette partie du business qui n'est pas négligeable. Oui, mais il y a beaucoup de choses à progresser. Traditionnellement, nous, non, je veux dire, vous couvrez la totalité. On couvre la totalité, bien entendu, mais traditionnellement, historiquement, les pièces que nous livrons, la plupart du temps, vont sur des véhicules de plus de 5 ans. Et jusqu'à des véhicules qui ont... Alors vous dites 40 ans. 25 ans, 25 ans, non. Il y a d'ailleurs un marché qui se développe, c'est celui des voitures classiques. Oui, il n'y a pas de garage à des classiques, pourquoi ? Les Youngtimers... Il y a les Youngtimers, mais il n'y a pas que ça. Non, alors ça, c'est une question, ouais, vous avez raison, on ne couvre pas encore jusque-là, mais voilà, on couvre bien 25 à 30 ans de parc automobile. Elles sont en quel état, nos voitures ? Comment vous les... Moi, je trouve qu'elles sont... alors, l'impression qu'on en a d'abord, c'est que... D'abord, il y a énormément de véhicules qui circulent avec un âge certain. Nous avons, je peux vous donner ce chiffre, vous savez, Autosimo, qui est finalement une façon de voir quels sont les besoins de pièces et pour quel véhicule du marché. Nous avons un peu plus de 30 millions d'interrogations par an. C'est absolument énorme. Et nous avons presque 50% de ces interrogations qui concernent des véhicules de 14 ans et plus. Voilà. Donc en fait, ça vieillit bien. Non, mais les véhicules vieillissent bien. Je pense qu'ils sont d'abord extrêmement bien conçus, extrêmement bien construits, avec des composants de qualité. Ils roulent moins. Attention, vous avez poussé les constructeurs à faire dans l'obsolescence. Écoutez, d'une certaine façon, on n'est pas ennemis de l'obsolescence. Nous intervenons en aftermarket et en rechange. Donc de toute façon, voilà. Mais les véhicules vieillissent extrêmement bien. C'est dû aussi au fait qu'ils roulent moins. Et nous avons les garages indépendants, avec l'aide des équipementiers qui fournissent les pièces, avec l'aide aussi de supports techniques et technologiques que j'ai évoqués, avec l'aide aussi de... Tout à l'heure, j'ai évoqué, par exemple, nous avons développé une unité de rénovation d'injecteurs. Injecteur, un composant extrêmement coûteux. Nous, en les rénovant, on peut proposer des injecteurs beaucoup plus économiques et qui sont beaucoup plus compatibles avec le budget du détenteur d'un véhicule de 12 ans ou de 14 ans. Donc nous proposons l'ensemble de ces services qui permettent au contraire de maintenir ce patrimoine automobile dans le temps. Et c'est même la mission que nous nous donnons. Vous voyez, la mission que nous nous donnons, c'est justement de contribuer au bon maintien du patrimoine automobile. Je dirais qu'effectivement, il vieillissait bien jusqu'à une date butoir, c'est 2011. Puisque 2011, avec l'entrée en vigueur des nouvelles normes anti-pollution, on voit des diesels avec des filtres à particules qui aujourd'hui sont une source de panne assez conséquente, et donc il est fort probable que ce parc que vous dites bien vieillir dans quelques années sera alors pas un boulet pour vous, au contraire, ça va être une manne financière absolument extraordinaire, mais est-ce que vous aurez la capacité à réparer ce parc-là ? Alors la capacité... C'est très onéreux de réparer des dispositifs de post-traitement d'échappement. Il y a d'ailleurs des choses sur le marché un petit peu discutables.
On trouve des filtres à particules qui filtrent pas grand-chose. On trouve même des catalyseurs pour les modèles essence qui n'ont pas de métaux précieux dedans, donc ils ne peuvent pas catalyser grand-chose. Et c'est vrai que quand on arrive sur un véhicule qui va avoir une dizaine d'années, quand on sera en 2021, ces véhicules-là auront pratiquement plus de valeur. On pourra en tout cas pas remettre une pièce équivalente à l'origine pour le faire refonctionner. Donc c'est ou la benne, ou trouver une solution de réparation moins onéreuse. Tout 2021, on pourra encore le reprocher au président Macron. Il sera encore en poste. Mais on va tout de suite lui envoyer un courrier. Pour vous répondre, d'abord, vraiment, on s'emploie à ce que effectivement nos clients réparateurs puissent continuer à maintenir en état et réparer ce parc. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous avez raison de mettre en avant l'aspect économique. Et là aussi, mais soit nous avons, soit nous trouverons des solutions. Je vous ai cité par exemple l'exemple de l'injecteur rénové. C'est une solution qui a été récent d'ailleurs, parce que jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, on changeait. On a démarré il y a quelques années. Ouais. Non, nous on fait ça depuis beaucoup plus d'années. Ça a pris beaucoup d'importance en revanche ces dernières années. Ça correspond aussi à l'arrivée, en fait, à maturité du parc correspondant. Et moi, je suis très confiant dans notre capacité justement à pouvoir proposer, soit nous-mêmes, soit en partenariat avec d'autres entreprises, des solutions effectivement qui permettent non seulement d'entretenir et de réparer, mais aussi de le faire à un coût acceptable par l'automobiliste. Parce que ça, je pense que c'est l'un des vrais enjeux de tout ce que l'on voit aujourd'hui. Il y a un formidable développement technologique. Encore faut-il que ce développement technologique se traduise par des véhicules qui vont, bien fonctionner, et 2, qui vont pouvoir être maintenus en état longtemps à un coût acceptable par l'automobiliste. Et peut-être 3, on remet en cause diagnostiqué précisément. Vous avez passé un accord très récemment qui montre que vous n'êtes pas que tourné vers le passé, vous êtes aussi résolument tourné vers l'avenir. Qui s'appelle Oucar, exactement. Qui est spécialisée dans la voiture connectée. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Comment est-ce que vous allez travailler avec elle? D'abord, on a vu les ambitions. On a trouvé cette start-up extrêmement sympathique, dynamique et innovante. On a trouvé aussi que leur solution nous semblait technologiquement tenir la route. C'est le cas de dire. Nous, ce qu'on veut voir au travers de ça, justement, c'est comment préparer l'avenir. C'est-à-dire, si demain il y a des véhicules connectés, pourra-t-on mettre en place des solutions rétrofit de véhicules connectés qui soient des solutions efficaces, simples, pas trop onéreuses et qui correspondent en fait aux besoins de l'automobiliste. Et qui préservent la liberté de l'automobiliste. Qui préserve son autonomie, sa liberté, bien entendu. Voilà, donc ça correspond exactement à ça. Donc on s'intéresse petit à petit à l'ensemble de ces domaines. On n'hésite pas à investir, à mettre de l'argent dans des startups. On souhaite bon vent à Oucar. On fera d'ailleurs, y compris commercialement, on essaiera également de l'aider à décoller par des partenariats commerciaux. Parce que l'ambition est grande. L'ambition est forte, vous l'avez vu. Oui, c'est d'équiper plusieurs millions de véhicules en Europe dans les années qui viennent. Si on peut y contribuer, on sera ravis. Bien, ça sera le mot de la fin. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Une année 2017, vous nous en avez pas parlé de 2017 d'ailleurs, c'est sur le même trend que 2016. Oui, on va connaître, compte tenu en fait des acquisitions réalisées en 2016 et début 2017, on va connaître une année 2017 en forte progression, à la fois de chiffre d'affaires, de résultats, et bien sûr on est déjà en train de préparer l'année 2018 et les suivantes, là aussi en termes de développement, et encore une fois non seulement de développement dans la distribution, mais de développement de services innovants, support aux professionnels de l'automobile. Et on vous retrouve à Équipe Auto en octobre. Bien sûr. Merci Stéphane Antiglio, président d'Auto Distribution, d'avoir participé à ce Face à la Presse. Bonne soirée.